Bonjour à tous, bienvenue dans cette conférence. C'est la dernière, hein, vous pourrez aller manger juste après, donc on va essayer de faire vite. On n'a pas de stand, on n'est pas représenté sur des stands, donc si vous avez des questions après, vous venez nous voir, on pourra répondre à vos questions. On va illustrer un petit peu, parce qu'on parle du numérique, et les intervenants juste avant ont parlé de numérique. Ce n'est pas un lieu où on parle beaucoup de numérique, alors que le numérique est partout, et on peut s'étonner de constater que finalement, le numérique est très très peu présent dans la filière du bâtiment et dans l'immobilier. Et donc, plutôt que de parler de théorie et de grands discours, là, on va vous parler de cas pratiques. On va vous parler d'une étude de cas de bâtiments qui ont été livrés avec du numérique, et on va vous montrer ce que ça peut apporter concrètement à un bailleur et surtout à ses locataires. Alors moi je suis François Xavier, je vais présenter quelques secondes la Smart Buildings Alliance, et puis je laisserai tout à l'heure Julien se présenter. L'idée c'est en 10 minutes, allez, un quart d'heure maximum, de vous présenter le projet, et puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc la SBA, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est Smart Buildings Alliance. C'est une association à but non lucratif qui a plus de 10 ans maintenant. On réunit là aussi une grande diversité d'acteurs. Il y a toutes les maîtrises d'ouvrage, les maîtrises d'œuvre, un ensemble de chercheurs, de formateurs, et toute la chaîne aussi de terrain en termes d'installation, d'intégration et de maintenance de toutes ces solutions techniques dans les logements. Donc aujourd'hui c'est 400 membres, et peut-être qu'à la fin de cette discussion vous pourrez venir nous voir si vous êtes intéressé par les travaux de la SBA. On vous montrera un exemple de livrable, hein, de résultats des travaux de la SBA qui permet en fait d'établir des référentiels communs, des méthodes pour gagner du temps, pour être plus efficace et pour augmenter la qualité des bâtiments. Bonjour à tous. Innovative and Smart Building, c'est une aventure avec de 9 entrepreneurs, on a une trentaine de collaborateurs, et dans cet exemple-là, on a accompagné un bailleur social qui s'appelle Rive de Seine Habitat sur la construction de 3 opérations de logement. Donc nous, on a différents métiers, on est installateur électricien, on fait de l'intégration smart, on installe des bornes IRVE et on peut accompagner aussi des projets photovoltaïques. On s'est donné une mission avec nos 2 associés. L'objectif, c'est d'apporter un savoir-faire à nos clients, d'optimiser leurs installations, réduire leur consommation énergétique et leur empreinte carbone, tout en s'assurant que nos salariés, nos partenaires, nos clients soient heureux de travailler ensemble. Donc c'est dans cet état d'esprit qu'on accompagne Rive de Seine Habitat. Pour dire quelques mots sur le bailleur social, donc Rive de Seine Habitat, c'est la fusion de 3 OPH historiques qui étaient positionnés à Courbevoie, Levallois et Puteaux. Ça représente 12 000 logements et à peu près 30 000 habitants. Donc un chiffre d'affaires de 56 millions d'euros et 270 millions d'euros d'investissement tous les 10 ans. Leur mantra, c'est d'être toujours à l'écoute de leurs locataires et d'offrir un service réactif pour répondre à leurs besoins. Sur les 3 opérations qu'on va évoquer ensemble, donc, qui se sont produites à Levallois, la première, ce qui animait en premier lieu le bailleur social, c'était d'être capable de construire une opération smart au même titre que les promoteurs privés pouvaient le faire. En se disant, il n'y a aucune raison que, parce que c'est du logement social, on n'ait pas un niveau de prestation et une connectivité de nos logements qui soit différente de ce que l'on peut avoir sur le parc privé. Alors, c'est intéressant, hein. En gros, depuis une dizaine d'années, on livre des logements connectés, et essentiellement au début hein, dans le neuf. Et effectivement, il y a une prise de conscience aujourd'hui, et vous connaissez l'État, on en a parlé, le ministre en a parlé, aujourd'hui le logement neuf est quand même dans une situation délicate. Le gros du sujet, c'est évidemment la réhabilitation des logements existants. Et donc un bailleur qui se pose la question du connecté, du numérique, il a une page blanche en fait. Et souvent, il va s'adresser à des bureaux d'études ou à des architectes ou à des gens autour de lui qui ne connaissent pas non plus le monde du numérique. Il faut comprendre que c'est 2 planètes différentes, hein. Le monde du bâtiment et le monde du numérique, c'est 2 planètes différentes. Donc l'objectif de la SBA, c'est de regrouper, de rapprocher ces 2 planètes. Alors pour les rapprocher,
il y a eu 10 ans de travail au niveau de la SBA et on a abouti à une méthodologie. Donc un bailleur va pouvoir suivre une méthodologie ou demander ou imposer à ses maîtrises d'œuvre de suivre la méthodologie qu'on appelle ici R2S pour Ready to Service. On va préparer les logements, on va préparer les résidences, les parties communes aux besoins de demain en fait. Quand on dit, vous l'avez entendu ce matin, on construit, on rénove aujourd'hui pour 2050, vous doutez bien qu'il faut mettre un peu de numérique. C'est complètement aberrant de ne pas mettre du numérique aujourd'hui dans des bâtiments qui seront encore là en 2050. Donc, plutôt que de partir d'une plaque blanche, on va partir de cette méthodologie. Elle est éprouvée, puisque aujourd'hui, on a plus de 1 million de mètres carrés de bureaux qui ont été livrés avec cette méthodologie. Et depuis 2 ans, on a adapté cette méthodologie au résidentiel. Donc, c'est cette méthodologie que Rive-de-Seine Habitat a appliquée pour déployer du numérique à grande échelle, dans de bonnes conditions, de façon rassurante, à la fois en interne pour le bailleur, parce qu'il y a des gens qui s'occupent de RGPD, par exemple, dans un bailleur. Il y a des gens qui s'occupent de cybersécurité dans un bailleur. Donc ça veut dire qu'il ne peut pas faire n'importe quoi. Donc le fait de s'adosser à cette méthodologie est très rassurante en interne, et puis surtout très rassurante pour les habitants. Moi, je veux bien vivre dans un logement, mais si toutes mes données sont vendues à Google, je ne suis pas d'accord. Donc ça, c'est une méthodologie qu'on va appliquer et qui permet de rassurer tout le monde. Alors, je ne vais pas vous la présenter en détail, je vais juste vous montrer un slide. La méthodologie, elle donne ce cadre de confiance. Elle apporte des solutions en termes de management de projet. C'est-à-dire que pour réussir ce genre de projet, il faut avoir des méthodes un tout petit peu plus agiles et évolutives qu'habituellement dans le bâtiment. Et puis, elle va définir un cadre technique de connectivité, de réseau et d'équipement. C'est-à-dire que si vous mettez des produits chinois qui sont complètement basés sur des technologies propriétaires, etc., on sent bien que le bâtiment ne va pas être très smart. Hein. Donc on a mis des exigences en place, on a mis des cadres en place, hein, ça c'est un cadre de référence qui permet de faire des bons choix et techniques et de méthodes de management de projet. Et surtout, on a mis sur la droite, vous voyez un catalogue de services, c'est donner envie aux bailleurs, donner envie à ses locataires en termes de fonctionnalité. Qu'est-ce que ça m'apporte concrètement dans mon logement? Donc en termes de sobriété énergétique, ben moi je veux faire des économies d'énergie dans mon logement. On l'a bien vu cet hiver, c'est quand même quelque chose qui est compris par tout le monde maintenant. Hein. Il y a quelques années, l'énergie n'était pas forcément chère. Maintenant qu'elle est chère, tout le monde comprend qu'il faut faire de la sobriété. Et là, on va amener évidemment des services qui permettent de consommer moins, plus de confort. Donc quand je mets santé, c'est tout ce qui est maintien à domicile, par exemple. Hein, chez les bailleurs sociaux, il y a une grande partie des locataires qui ont un certain âge. Tout ce qui est lié à la sécurité et à la cybersécurité, tout ce qui est lié à la mobilité, donc la recharge de véhicules par exemple, et puis globalement pour le bailleur, c'est ça qui l'intéresse, et ça c'est ce que Julien va nous présenter, les nouveaux usages liés au numérique et surtout la notion de supervision des équipements d'un bâtiment, des équipements des logements, des équipements des parties communes, et surtout d'avoir une hypervision, d'avoir une vision complète de tous les équipements qu'il va avoir sur tout son patrimoine. Donc voilà un peu le cadre, et voilà l'exemple que Julien va vous décrire. Nous avons travaillé du coup sur 3 projets, donc des projets de petite taille, puisque 5 logements, 16 logements et 24 logements à Levallois. C'était 3 projets de construction neuf. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui était important pour le bailleur, c'était d'avoir un cadre structurant afin de ne pas faire de ces objets connectés ou de la domotique des gadgets. Le but, c'était d'avoir quelque chose qui apporte en usage à l'ensemble des locataires, des usages équivalents qu'on pourrait avoir sur le parc privé, mais avec un cadre de référence qui rassure sur le sérieux des produits installés, sur la durabilité de ces derniers, sur l'interopérabilité de ces derniers et sur l'upgradation dans le temps de ces différents équipements. Donc dans le détail, sur chacune des opérations, le premier service qui était, c'est celui qui a été le plus plébiscité par les locataires, c'était la mise à disposition d'Internet à la livraison. Vous avez un Internet social qui est globalement l'infrastructure de base autour de laquelle tournent les services, qui était présente dès le premier jour. Aujourd'hui, dans le cadre d'une opération de construction, l'accès à Internet, souvent il se fait après le gel commercial,
Et puis, il faut que vous attendiez que chacun des opérateurs vienne se raccorder et pour qu'il soit autorisé. Donc, c'est jamais immédiat. Donc, ça enlève une préoccupation qui est quand même de plus en plus importante aujourd'hui pour les gens qui rentrent dans des logements. Cet Internet, il porte précisément l'intégralité des services autour de lui. Donc, on est sur des protocoles qui sont interopérables, qui sont communs, qui fait que ça permet de rajouter demain les futurs objets pour construire, pour accompagner les transitions numériques qui viendront dans le temps. Donc on a à l'intérieur des logements un pilotage des équipements pour accompagner la sobriété et une amélioration des usages. Les volets roulants, l'éclairage et principalement le chauffage. L'écran qui permet de piloter la domotique, c'est aussi l'écran qui porte l'interphonie. Donc on n'est pas en train d'ajouter des cumuls d'écrans à l'intérieur d'un logement. L'objectif, c'était d'être sobre dans le choix des équipements. Vous avez un détecteur de fumée connecté et l'interphonie, comme je viens juste de l'évoquer. Pour les parties communes, on a un écran de communication qui permet à plusieurs choses. Il connecte chacun des bâtiments à l'environnement numérique de la ville. Vous avez une fête organisée par la ville, vous êtes prévenu. Vous avez un marché à tel endroit, vous êtes prévenu. Vous avez le prochain passage du bus. Donc là, on est sur des usages de hall. Vous pouvez avoir une communication aussi avec l'exploitant. Exceptionnellement, aujourd'hui, il y aura une opération de maintenance sur la chaufferie, donc ça fait un gain de temps pour le bailleur social. On compte l'ensemble des fluides qui passent dans les parties communes pour inviter à la mesure et à l'économie l'ensemble des usagers. Vous avez une sécurisation du DOE qui est accessible du coup au bailleur social. Les comptages connectés, l'objectif c'est bien de pouvoir, dans le cadre d'un parc, mesurer en fonction du nombre de logements à telle adresse, à tel endroit, identifier les potentiels risques de fuite. Et enfin, sur une des opérations, on a intégré dans le cadre de ces logements connectés un logement ULS qui est un logement adapté pour une personne qui ne pouvait utiliser que ses yeux et un doigt pour pouvoir piloter son entrée dans le logement. Et c'était important à la fois pour la ville, pour la région et pour le bailleur social qui accompagnait, c'est une ancienne sportive qui a eu un accident, de pouvoir accompagner son intégration dans une opération standard sans être dans un logement handicapé et une résidence spécifique. Juste un mot, une parenthèse. Souvent, et je pense que si on faisait un sondage sur les participants à cette conférence aujourd'hui, si on leur demandait si pour eux le numérique c'était quelque chose d'important, je pense que 90%, 99% des gens diraient non, c'est gadget, ça ne sert à rien. Et nous, on se bat, hein, ça fait des années qu'on se bat là-dessus, et je pense que là, c'est concret, et on démontre que sans le numérique, on ne pourrait pas faire ça. Aujourd'hui, si je prends le premier exemple, Internet, ça coûte 30, 40, 50 euros par mois. Bientôt plus, hein, puisque la stratégie avec la fibre des opérateurs, c'est d'arriver à 80 euros par mois. Et déjà aujourd'hui, à 20 ou 30 euros, il y a plein de gens, dans le logement social, c'est entre 20 et 30% des gens qui ne peuvent pas se payer un abonnement Internet. Hein. Donc ça devient dramatique, en fait, en termes de... Puisqu'on dit à tout le monde, vous pouvez maintenant faire vos démarches, par exemple, payer vos impôts, ou, déclarer vos impôts, ou tout ce qui est démarches sociales, etc., sont sur Internet. Sauf que les gens ne peuvent même pas se payer Internet. Donc là, vous avez une première réponse, c'est à coût marginal. Là, on parle de 1 euro par mois. Donc ça veut dire que c'est tout sauf gadget. On amène une fonction vitale aux gens qui est l'accès à Internet. Deuxième exemple que Julien a mis en avant, tout ce qui est lié aux personnes handicapées. On ne peut pas dire que ce soit gadget de permettre à quelqu'un qui n'a plus que ses yeux pour piloter son logement, pour être autonome chez lui, de pouvoir interagir, répondre au vidéophone, gérer ses volets roulants, etc., grâce au numérique. Donc globalement, ça c'était des évidences, mais qui ne sont pas reconnues encore dans le monde du bâtiment. Et on continue d'équiper, et aujourd'hui quand un bailleur social rénove un logement, c'est de l'ordre entre 35 000 et 50 000 euros par logement. Et c'est évidemment financé par la collectivité. Et on n'impose pas aux bailleurs de mettre du numérique. Donc en gros, on perd notre temps, parce que ça veut dire que dans quelques années, il va falloir rénover ces logements, puisqu'on n'aura pas prévu cette connectivité Internet. Donc nous, on met en avant et on met en valeur des spécialistes, des gens comme Julien, qui vont être capables de déployer ça à grande échelle et de donner envie, et je pense que c'est assez éloquent, de généraliser ça en fait. Puisqu'on met
un seul réseau pour tous ces services-là, ça ne coûte pratiquement rien à un bailleur social. Là où toutes ces fonctions-là, habituellement, sont déployées à travers plein de réseaux différents. On le fait, des choses sur la vidéophonie, on n'a pas attendu le numérique pour faire du vidéophone. Des choses pour gérer les charges et la sobriété, l'économie d'énergie dans un logement, on n'a pas attendu le numérique. Sauf que là, puisque tout devient numérique, on va éviter de démultiplier les investissements. En fait. Il n'y a qu'un seul investissement, c'est un seul réseau, et on va mutualiser ce réseau pour tous les services que vous avez là, plus tous les services qui vont arriver. Vous voyez à quelle vitesse ça va, le numérique. On ne peut pas dire là, en 2023, si vous avez un projet de rénovation, vous n'avez aucune idée, et je n'ai aucune idée, Julien n'a aucune idée, des services qu'il y aura dans un logement dans 10 ans, en fait. On ne sait pas. Vous voyez à quelle vitesse ça va, on ne peut pas anticiper. Donc plutôt que de rien faire, ou plutôt que de mettre des choses gadgets en disant, on verra bien, on met ça, mais il vaut mieux mettre un minimum, c'est ce réseau Internet à la livraison, Internet pour tous, Internet dans les parties communes. Et puis, on a des équipements évidents, il y a des services évidents comme la sobriété énergétique, la sécurité, etc. Et puis, dans 5 ans, quand le bailleur va avoir des demandes ou va vouloir rénover et améliorer la qualité de vie de ses locataires ou la productivité de ses équipes, puisque là on parle beaucoup aussi des équipes d'exploitation-maintenance de ces résidences, il va juste avoir à mettre à jour sa résidence. Vous voyez la différence qu'il y a entre une résidence qu'on rénove et qui ne peut pas évoluer, et une résidence qu'on rénove, basée sur du numérique, qu'on n'aura qu'à mettre à jour au fil du temps pour améliorer, pour ajouter des services qui répondront aux besoins dans 5 ans. Je vais trop vite. Les bénéfices pour le bailleur social, c'est un cadre structurant, une méthode. Son sujet principal, comme on l'a dit, ce n'est pas les gadgets, c'est la maîtrise des charges. Ce qui compte pour eux, c'est d'apporter au quotidien de l'aide en fait, dans l'accompagnement à la maîtrise des charges pour les différents locataires. Internet pour tous, évidemment, ça réduit la précarité numérique. J'en ai parlé tout à l'heure, l'objectif c'est aussi de s'inscrire dans un cadre qui permet de garantir que les données d'utilisation de vos logements elles soient bien dans un cadre de confiance, qu'on respecte les RGPD, que les données d'utilisation, vous êtes là, vous n'êtes pas là, vous consommez beaucoup d'eau, vous en consommez moins, etc. Ça appartient bien à chaque individu et donc c'est pas revendu à n'importe qui. Et puis le principal axe d'orientation pour le bailleur social, c'est de se dire, aujourd'hui, moi, autour de cette colonne vertébrale numérique, je vais pouvoir petit à petit numériser mes usages d'entretien. Donc, pouvoir monitorer des interventions sur mon parc au bon moment. Plutôt que de faire des routines systématiques, je viens lorsqu'il y a besoin, lorsque une panne est détectée. Donc, aujourd'hui, ce qui a été installé sur ces 3 opérations nous permet demain de greffer des usages complémentaires. Donc, ça, c'est les principaux bénéfices pour le bailleur aujourd'hui. Ensuite, les points de vigilance. Le marché aujourd'hui, quand vous avez une opération de construction qui est lancée, les bureaux d'études ont souvent tendance à décrire des produits. Là, on n'est pas dans la description de produits. On accompagne, et l'AMO, et c'est important d'avoir un AMO, afin de décrire des usages. Parce qu'on est sur des produits qui changent assez régulièrement. L'AMO, il est capable d'accompagner le maître d'ouvrage en disant, ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir piloter la consommation énergétique. Et pas seulement, je veux tel thermostat de telle marque. Pour que ça marche bien, il faut bien sûr que soit les personnels du bailleur social ou du promoteur immobilier soient formés à accueillir les acquéreurs au sein d'un logement smart, parce qu'il y a une prise en main qui est nécessaire. Il n'y a rien de sorcier, parce que finalement tout le monde aujourd'hui globalement utilise des applications. Par contre, cette prise en main elle est importante. Le bailleur social, lui, il a des changements de locataires à réaliser régulièrement. Il faut aussi que ça soit accompagné. L'intérêt de la démarche, c'est que là où, on va dire, un logement domotisé un peu traditionnel tourne autour d'une box FAI et propre à chaque personne, là, ce qu'on a construit, ça permet au bailleur social, l'infrastructure, elle appartient au bailleur. Les équipements connectés, ils appartiennent au bailleur. Vous n'avez pas besoin de tout refaire dès qu'il y a un locataire qui s'en va. Par contre, il faut accompagner sa prise en main à chaque changement de locataire et c'est ça l'objectif. Alors là également, il y a une idée reçue. On pense que quand on met du numérique dans un bâtiment, ou quand on met du numérique dans un logement, on va perdre du lien social. Et là, à travers cet exemple-là,
on voit qu'on rajoute du lien social en fait. Et qu'il y a un écran dans chaque logement. Donc déjà, on peut pousser du contenu. Vous voyez que la ville pousse du contenu auprès des locataires. Le bailleur peut pousser du contenu auprès des locataires. Le locataire peut pousser du contenu auprès du bailleur. Typiquement, il y a un problème dans les communs sur l'ascenseur ou sur un éclairage. J'ai un outil très simple qui est dans mon logement, qui est à la portée de tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de tablette, il y a des gens qui n'ont pas de smartphone aussi. Donc là, on parle à 100% des locataires de cette résidence. 100% des locataires de cette résidence ont accès à ces services et peuvent interagir. Donc là, moi, j'aime bien cette dimension humaine du numérique et elle est renforcée évidemment par cette notion de prise en main. C'est-à-dire que le métier que fait Julien, ce n'est pas juste un métier technique, c'est un métier d'accompagnement, d'explication, il y a de la pédagogie, parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais manipulé une tablette de leur vie. Donc si je n'ai pas quelqu'un qui, à la livraison de mon logement, m'explique pourquoi il y a une tablette, à quoi elle sert, comment je l'utilise et me rassure, il y a de fortes chances que la personne âgée ou la personne un peu décalée par rapport au numérique n'ose même pas y toucher en fait. Donc voilà, c'est une dimension qui est importante, c'est qu'on va simplifier finalement l'usage du numérique pour tous. Donc voilà, on a fait le tour. Est-ce que vous avez des questions avant d'aller déjeuner ? Je vais vous passer mon micro. Pardon. Oui, merci. Donc, moi, je partage la même analyse. Je suis maître d'œuvre. Le numérique, c'est compliqué. Pour la petite anecdote, ça fait 20 ans. C'est la première fois que je reviens depuis 20 ans ici. Et j'étais étudiant aux arts et métiers, donc je dormais là, ici à la cité universitaire. Et je faisais mon PFE en domotique. C'était marrant, mais ça n'a jamais pris. Bon. J'avais 2 questions techniques. C'est par rapport à l'Internet, comment ça se gère techniquement ? Parce que comment vous faites pour avoir un coût d'€1 ? Et j'avais une deuxième question, là aussi technique, sur une application, on va dire, mercantile, sur la pub qui vient. Enfin, là, c'est la ville qui vient, mais dans quelle mesure ces données-là, enfin, je veux dire, des privés ne peuvent pas financer la pub ? Je pense que vous y réfléchissez pour que, en fait, vu que personne ne voit d'intérêt à ça, c'est logique, mais peut-être que des privés pourraient financer à travers des pubs, quoi. Voilà les 2 questions un peu techniques. Du coup, la première, on est sur une commune qui est câblée. Et donc, la construction de l'Internet à la livraison, c'est faite par l'opérateur câblé qui, pour le coup, a l'autorisation d'être présent avant les autres par le câble. Donc, en fait, vous avez cette colonne vertébrale qui est une colonne IP sur un réseau câblé. C'est de la fibre optique dans la rue, mais globalement, il y a une autorisation spécifique qui permet de le faire. Et grosso modo, c'est même mieux qu'€1. C'est gratuit pendant 3 ans, en fait, pour le bailleur. Et le sujet des €, c'est qu'il y a une réflexion qui sera menée par le bailleur social dans 3 ans à la fin de ces abonnements-là pour se dire est-ce que je continue d'offrir ce service-là aux locataires ou est-ce que je leur demande est-ce que je le rajoute dans les charges, sachant qu'on est sur une très petite somme. Pour votre deuxième question, qui est l'intégration de publicité ou de marketing en fait sur l'écran d'usage, aujourd'hui c'est la régie en fait de l'écran, elle est gérée par le bailleur social en coordination avec la ville. Pour l'instant, eux, ils restent sur de la communication municipale. Évidemment qu'il y a potentiellement un sujet il y a des réflexions autour de l'entrée d'acteurs privés, peut-être pas, qui pourraient être à un moment donné. Alors, le sujet sera peut-être porté plutôt par des opérateurs type Nextdoor ou à Levallois, il y a Vivet à Levallois, où c'est des startups qui intègrent en fait les besoins des différents voisins, mais ça peut être par exemple la boulangerie d'à côté qui dit moi il me reste, ça peut être du mercantile positif, c'est-à-dire moi il me reste des croissants non vendus ce soir, vous pouvez venir les chercher, quoi. Donc pour l'instant la ville s'oriente plutôt vers ce type de marketing plutôt qu'à quelque chose qui pourrait financer. En fait, le fait de centraliser tout ça sur un seul réseau, ça ferme la porte à des initiatives un petit peu détournées, parce que le bailleur a un besoin, et en gros, il y a un opérateur qui va dire « Moi, je vous règle votre problème, je vous demanderai juste de mettre un petit peu de pub sur le truc. » Là, c'est pas possible, en fait. On a tout centralisé sur un seul réseau, et tant que le bailleur et la ville le maîtrisent, je pense que ça sera raisonné comme approche, et eux, ils ne feront pas n'importe quoi. Donc dans le parc privé, parce qu'on fait aussi ce genre de choses dans le privé, aujourd'hui, c'est encore assez bien maîtrisé, mais on n'est pas à l'abri. Et qui aujourd'hui investit le plus sur ces solutions de domotique sont les GAFA, ce sont Google, Amazon, etc. Donc le fait de dire on va appliquer une méthodologie R2S pour faire ça,
ça règle le problème pour l'instant. Donc on verra dans quelques années, mais pour l'instant, on l'a réglé, oui. Dernière question, puis oui. Bonjour. Merci pour cette présentation, c'était très intéressant. Vous avez évoqué le fait d'impliquer les utilisateurs et les exploitants dès l'origine du projet. Sauf erreur de ma part, en fait, les bailleurs sociaux sont soumis au Code des marchés publics et donc doivent faire une consultation des entreprises en cours de projet. Comment vous faites pour avoir l'exploitant dès le début du projet? Ou alors, est-ce qu'on considère qu'il y a un projet de rénovation, par exemple, où on a déjà l'exploitant sous la main? En fait, là, du coup, en l'occurrence, le service d'exploitation sur la commune dans lequel on a travaillé est principalement interne. En fait, ils ont des prestataires, mais l'exploitant principal, c'est eux. Donc cette question-là ne se pose pas exactement dans cette dimension-là. L'intérêt de faire participer l'exploitant, ça peut être, on peut imaginer que ça soit un ou des exploitants, des gens qui font ce métier-là, on va dire. C'est pas forcément celui qui sera concerné directement. L'intérêt du cadre R2S, justement, c'est de construire quelque chose qui soit utilisable par n'importe qui. L'idée, c'est plutôt de dire on fait un cadre commun facile à utiliser, plutôt que de dire on est prisonnier d'une solution propriétaire. Parce que les exploitants, naturellement, ils ont plutôt tendance à venir mettre et déployer des capteurs. On ne le voit pas forcément dans le logement, mais ça peut arriver plus dans le tertiaire. Ils installent leur méthodologie, leur capteur, et le client est presque captif, en fait, après de ces données digitalisées. Donc là, l'intérêt, c'est bien de dire non, les données, elles appartiennent au bailleur social, enfin certaines données, c'est-à-dire que les données du logement, elles appartiennent à l'acquéreur et puis c'est tout. Elles sont écrasées quand il y a un changement de locataire. Et l'exploitant, par contre, on lui donne des clés de fonctionnement pour optimiser son travail, mais ces données-là, elles sont façonnées dans un cadre qui permet le partage. Merci beaucoup. À moi qui ai une dernière question, si c'est le cas, à juger. Merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à venir nous voir maintenant ou à déjeuner. Et merci beaucoup Julien pour cette présentation. Bon appétit à tous.